Je me tourne vers Karl. Comment tu l'expliques, cette belle phrase québécoise? Ben, parce que un enfant, dès sa naissance, c'est une personne à part entière, Jean-Louis. Et c'est comme n'importe quelle autre personne, il a besoin de vivre dans un environnement en taille humaine. Et le village, c'est une excellente métaphore pour parler de cet environnement. Et lorsque l'enfant grandit et que cet environnement s'élargit, il n'a pas besoin que le village s'élargisse. Il a besoin d'aller visiter d'autres villages. Okay? Donc l'idée du village est, en premier lieu, repose là-dessus. L'autre chose sur laquelle cette idée de village repose, c'est l'idée qu'un enfant a besoin qu'il y ait dans son entourage des personnes qui soient folles de lui. En 1992, on a eu une politique au Québec qu'on a appelée un Québec fou de ses enfants. Et le fou du village est intéressant à évoquer ici. Ça évoque aussi cet aspect, l'enfant qui a besoin d'une diversité de regards et d'une diversité de formes d'attention qui doivent être organisées en réseau social. Il faut faire village autour des enfants. Et il y a plusieurs enfants qui se retrouvent entourés de plein de personnes. Le cas dont on vient d'entendre parler est un exemple, et que ces personnes-là ne font pas village, pas du tout. Et dernièrement, parce que ça prend des enfants pour faire un village. Et tous les enfants sont importants, tous les enfants comptent. Dans un village, il n'y a pas d'enfants qui sont surnuméraires. Et on a besoin du regard des enfants pour prendre conscience de qui on est. Donc les enfants, ce n'est pas juste notre avenir, c'est aussi notre présent. Oui, tu proposes donc effectivement un changement de paradigme en en parlant, parce que ton village, c'est quand même pas un village ordinaire. Et donc mon propos, c'est effectivement d'essayer de définir ce village. Ce nouveau paradigme qui peut faire d'un village un village bien traitant. Ce nouveau paradigme qui est en fait un nouveau contrat social. Et c'est vrai que la vague de réflexion qui suit ces différentes assises depuis plusieurs années nous permet aujourd'hui peut-être d'essayer de synthétiser un petit peu les idées des précédentes assises pour nous projeter justement vers le travail de ces nouvelles assises. Ce nouveau paradigme, nous le voyons dans trois directions. D'abord, effectivement, parce qu'un village bien traitant ne peut être bâti que sur l'implication de tous, c'est-à-dire une métamorphose au fond des comportements individualistes, consuméristes, de défiance au profit d'une vision empathique du monde, d'une véritable confiance dans les autres. Alors, bien évidemment, pour beaucoup d'entre vous, le propos va tout de suite passer pour, oui, peut-être utopiste, dans un monde qui nous envoie tellement de signes négatifs. Pourtant, je pense que, sans aller ailleurs qu'en France, nous pourrions multiplier aujourd'hui les exemples qui montrent que nous pourrions faire de chaque habitant un acteur de solidarité et de chaque retraité un acteur éducatif si nous le voulions. Mais à condition, bien évidemment, de prendre en considération le fait qu'aujourd'hui, on travaille peut-être moins, qu'on va vivre actif et en bonne santé après sa retraite. C'est une révolution dont personne n'a mesuré l'impact sur sa propre vie, mais aussi sur le développement économique du pays, le développement social du pays. Comment ignorer tant d'intelligence en ne gardant au fond de cette expérience qu'une retraite, alors qu'il faudrait peut-être bâtir une nouvelle vie active. C'est possible parce que nous en avons des exemples, mais j'ai peu de temps, je n'en parlerai pas. Mais je ne mettrai pas de citer ce qui pour nous constitue une expérience qui doit vous glacer un peu, parce qu'on en parle souvent, celle de Bervillers
en Alsace, mais qui a démontré, au fond, que lorsqu'un maire décide qu'il faut cesser de mettre, parce qu'il était musicien, je dirais, en désharmonie sa ville, qu'il faut recréer de l'harmonie, qu'il faut éviter les fausses notes et qu'il demande à toute la population, pendant une journée, de faire pour vivre ensemble, parce qu'on ne peut pas vivre ensemble si on ne fait pas ensemble, il réussit si bien qu'aujourd'hui la ville est métamorphosée, que les gens se parlent, qu'on n'a peut-être pas combattu le vote extrémiste qui se manifeste tout le temps, même dans cette ville, mais en revanche, ce dont on est sûr, c'est que les enfants sont probablement bien protégés, bien mieux protégés, parce que les familles se parlent. Et l'exemple est si probant que 50 villes font aujourd'hui la même chose. Et nous disons, ce n'est pas possible que dans une ville où tous les gens étaient différents, une ville en plus en rue urbain, autour de Mulhouse, ainsi que les 50 autres villes, dans certaines de plus de 20 à 30 000 habitants, on n'est plus dans des petites communautés. Eh bien, si tout le monde a accepté le jeu, pourquoi toute la France n'accepterait-elle pas le jeu? Donc il est possible, probablement, de repenser vraiment les raisonnements actuels qui sont plutôt imprégnés de défiance au profit de raisonnements imprégnés de confiance. Car nous en aurons besoin de toute façon, compte tenu des indicateurs les plus parlants, notamment sur la perte d'autonomie, comment demain pouvoir se maintenir à domicile lorsque nous aurons 2 fois plus de personnes dépendantes et 2 fois moins d'aidants familiaux. Toutes ces raisons militent pour que nous repositionnions la relation à l'autre. Mais il faut, et c'est la deuxième, je dirais, force d'un nouveau paradigme, changer de posture en solidarité. Le refus de sa protection doit l'emporter. Nous devons aujourd'hui moins nous protéger pour mieux protéger les autres. Et de ce point de vue-là, l'exemple du Québec est aussi intéressant, car la norme est moins pesante que dans notre pays, même si malheureusement, elle tente aussi progressivement à apparaître. Mais vos expériences, celles qu'on verra pendant 2 jours, montrent que vous savez aussi vous éloigner de la norme pour inventer. Et Patrick Kanner l'a rappelé, il faut plus de risques, prendre des risques. Nous devons effectivement repenser notre éthique de métier. Oui, j'ai bien fait mon travail, pour s'inscrire dorénavant dans une véritable éthique de mission. Oui, je dois aller au-delà de mon métier, quitte à aller sur le métier de l'autre. Et bien évidemment, pour que cette révolution culturelle des habitants, des retraités, des professionnels, des associations se réalise, il faut que la gouvernance change. Alors d'abord, en préservant ce qui fonctionne. Quelle tristesse de voir penser une nouvelle architecture des pouvoirs publics sans avoir pris la précaution d'expertiser ce qui s'est produit ces 30 dernières années. On y apprendrait que les départements, comme on l'a démontré, je crois, par les 2 propos liminaires, n'ont pas démérité en matière d'investissement sur le social, au point d'ailleurs que même les inégalités se sont réduites entre collectivités locales. Ceux qui ont fait plus ont fait moins, ceux qui ont fait moins ont fait plus. Et 30% de réduction des inégalités entre départements ces 30 dernières années. C'est vrai qu'il faut donc penser la décentralisation, non pas simplement comme un enjeu économique, mais comme un enjeu social, un enjeu sociétal. Nous avons besoin de proximité. Et c'est vrai qu'une réforme pensée en termes purement économiques ne pense pas aussi à la question de la proximité. J'ajoute que cette annonce, qui me paraît bien difficile d'ailleurs à mettre en œuvre, mais d'une fin des départements, s'inscrit au moment où les départements ont engagé par exemple une expérimentation pour passer de l'action sociale au développement social avec 18 départements décidés, bien décidés, à essayer effectivement de maintenir, malgré les difficultés financières que M. Kanner a rappelées, une volonté effectivement d'expérimenter tout ce qui peut créer de la prévention, voire de la prévenance, c'est-à-dire en amont. J'ajoute que, bien évidemment, se contenter de dire, consolidant
les organisations actuelles, sans leur demander de changer, ne seraient pas crédibles. Il est clair que les départements doivent poursuivre un effort de démocratisation en ayant effectivement un lien avec les usagers, avec les habitants, comme toutes les collectivités publiques, autrement plus performant que le lien engagé jusqu'à présent. Mais surtout s'interroger de plus en plus, comme tous les gouvernants, sur le fait que l'opinion attend des gouvernants, ce n'est pas, je dirais, la gouvernance de l'éphémère, c'est la gouvernance du durable. Nous avons aujourd'hui besoin de gouvernants qui répondent à nos angoisses profondes sur le monde à venir, sur l'économie, sur l'écologie, sur le social, sur le sécuritaire. Le durable, c'est l'avenir et non pas, effectivement, cette quête, je dirais, permanente à des annonces sans expertise. Et donc, ces évolutions sont indispensables, sous peine de menacer effectivement ce qui fait de notre pays un pays finalement envié dans le monde entier par son système économique solidaire, plus solidaire qu'ailleurs, et sa démocratie. Mais il est temps, je dirais, de voir à quel point il est nécessaire de tenir, je dirais, ferme sur le champ effectivement de l'expérimentation qui doit se transformer dorénavant en véritable politique publique. On ne peut pas se contenter de dire il faut avancer, il faut se donner des objectifs. Et l'intérêt de ces assises, c'est de mettre pour la première fois en débat de véritables propositions mises sous le sceau de l'expérimentation, mais qui pourraient devenir de véritables politiques publiques. Le travail social pourrait être plus efficace s'il était plus près de l'école. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer de mettre des travailleurs sociaux dans les écoles, non pas dans une position de contrôle social, mais d'animation, proche des familles, proche des enseignants? On a vu que l'affaire Marina avait souffert d'une absence de lien entre le travail social et l'enseignant. Créer aussi des coopérations plus réelles. La fraternité n'est pas qu'une affaire d'individus, c'est une affaire d'institutions. Inventer de nouveaux liens, de nouveaux lieux de socialisation. Est-ce que, en dehors de l'école, les bibliothèques, dont vous le savez, malheureusement, sont en train de perdre leur clientèle, 18% seulement en France, contre 40% en moyenne européenne. On n'est pas si bon que cela. Et pourtant, les bibliothèques pourraient devenir, et certaines bibliothèques le sont, des lieux de rencontre, des cultures, de rencontre de tous ceux qui, à travers justement un lien direct ou indirect à la culture, pourraient trouver dans les bibliothèques d'abord et avant tout des lieux de socialisation. Au fond, il s'agit vraiment de repenser notre modèle parce que nous avons aujourd'hui un véritable enjeu, notre jeunesse. Et je vous remercie vraiment d'être là parce que vous êtes la démonstration que vous ne pouvez pas vous satisfaire des réponses actuelles, que vous souhaitez les approfondir, les rendre meilleures. Non, les assises ne sont pas un colloque, mais une étape. Votre présence est déjà un démenti sur ceux qui parlent de passivité de notre pays. La France n'est pas passive. Elle a une énergie formidable. Encore faut-il en prendre conscience. Je voudrais terminer aussi sur une dernière note, moins théorique, plus anecdotique, justement parce que j'ai comme témoin Karl Lacharité. Un jour, il me disait, il faut que tu appelles le ministre de la jeunesse de mon pays. C'est un homme intéressant. Un ancien de la PJJ, Madame Derain. J'appelle ce monsieur, je lui dis, écoutez, voilà, j'aimerais bien vous présenter un petit peu nos idées, etc. Puis je vous rencontrer. Il me dit, mais ce que vous me dites est intéressant. Vous êtes où? Je lui dis, vous savez, je suis dans une cafétéria, là. Il me dit, écoutez, je vais vous rejoindre. Ah, mais vous savez, on est avec des amis, c'est pas grave. Et il nous rejoint, le ministre de la Jeunesse. Et nous nous retrouvons dans la cafétéria, une heure et demie après, et nous discutons. Mais surtout, le plus important, je le réserve pour la fin. C'est le ministre qui, en fin de dialogue, de repas, me dit, vous savez, nous le dit, Monsieur Sanchez, c'est bien ce que nous nous disons. Mais est-ce que le plus important, ce n'est pas l'amour? Et il termine sur ce mot magnifique qui n'est pas, je dirais, un mot dont il faut avoir peur. Parce que l'amour, ce n'est rien d'autre que la confiance aux autres. Merci de votre attention.